À la nuit tombée, Jean Foucault et ses amis résistants décident de distribuer des tracts pour dénoncer les actes des nazis. Ils les déposent dans des boîtes aux lettres. Sur ces tracts sont notés « Mort aux envahisseurs allemands !» ou bien « Mobilisation générale !» et encore « Mettre les Allemands dehors ! Ils nous prennent tout !» Le 16 novembre 1941, il est dénoncé. Il va donc être arrêté par les gendarmes à Plougonvert, dans les Côtes du Nord, pour être envoyé dans des prisons françaises. Le voyage en train est éprouvant. En effet, les conditions dans les wagons sont déplorables. Les déportés sont entassés dans des wagons à bestiaux, parfois par centaines. Ils souffrent de la faim et de la soif. Les déportés les plus faibles ou malades meurent. Les wagons étaient sombres, lugubres et insalubres. Il n'y avait pas de toilettes, mais de simples seaux très peu hygiéniques, ce qui entraînait de fortes odeurs et qui était source de maladies. Il va aller de Fresnes, Clairvaux, Chalon-sur-Marne, puis il arrive à Compiègne le 24 avril 1942. Le 14 mai 1944, il va partir des prisons françaises en direction de l'Allemagne. Jean Foucault suivra un long itinéraire dans ces conditions inhumaines, passant dans les camps allemands, Buchenwald, Dora, Nordhausen et finalement Bergen-Belsen. Après ce voyage éprouvant dans les wagons, Jean Foucault arrive à Buchenwald le 12 mai 1942. Les déportés, hommes, femmes et enfants, sont accueillis par les SS et leurs chiens, puis triés et placés en rang de 5 à coups de goumis. Ensuite, ils courent jusqu'au camp où ils sont tondus et désinfectés. Après cette étape, ils sont dépourvus de tout bien et tous vêtus d'un uniforme rayé. Sur celui de Jean Foucault, on observe un triangle rouge désignant les prisonniers politiques avec la lettre F pour français. Désormais, on ne m'appelle plus par mon nom, mais par le matricule 52320. La tenue des prisonniers est composée d'une paire de claquettes qui ne tient pas aux pieds. Leur vêtement est un ensemble beige rayé de bleu. La torture est courante au camp. L'exemple est d'aller chercher le matin une pierre à une clairière à plusieurs kilomètres pour la ramener l'après-midi. Ou encore, les prisonniers peuvent être attachés les mains dans le dos, suspendus à 20 cm du sol durant toute la journée. Ils sont détachés le soir, le corps disloqué, et ils meurent, ce qui met fin à leur calvaire. 8500 Français se trouvaient dans le camp de Buchenwald. Les conditions de vie y étaient très dures. La peur, la faim, les torturaient jour et nuit. Chaque jour, on ramenait à Buchenwald 80 à 100 détenus morts d'épuisement à creuser les tunnels. Aucune lumière dans ce tunnel. L'humidité qui suinte les roches. Des flaques d'eau partout sur le sol. Une puanteur rapidement effroyable. Un bruit d'explosion et de marteau-piqueur en permanence. Celui des hurlements des SS. Des aboiements de chiens démultipliés par la résonance. Et le travail 24 heures sur 24, par équipe de jour et de nuit de 12 heures. Enfin une poussière qui empêche de voir et de respirer correctement. Pas d'eau courante. Rien d'autre à boire que le liquide faisant office de soupe. Pas moyen de se laver.
Les latrines sont des tonneaux de bois coupés en deux, ce qui accroît le risque de typhus et de dysenterie. Dans les camps, il fallait survivre. Ensuite, Jean Foucault sera déporté au camp de Dora. Quand on parlait de Dora, c'était la terreur. Nous avons débarqué du tram au milieu de la ferraille, des gravats, de la boue. On croyait entrer dans un monde de fous. Au camp, les journées étaient très longues. En effet, les prisonniers se levaient à 5h30 et étaient comptés à l'extérieur des blocs. Ils devaient ensuite travailler de 6h à 19h malgré la fatigue et la faim. Un appel général avait lieu à 19h30. Ce dernier pouvait durer très longtemps. Le repas était distribué vers 21h. Il était constitué d'une boule de pain d'1 kilo, partagée à 6, puis 7, puis 8, et d'une soupe vraiment très claire avec très peu de légumes. La nourriture était l'obsession de tous les déportés. Les nuits étaient très compliquées. Les prisonniers dormaient sur des chalits. 5 personnes étaient allongées sur une planche d'1 mètre sur 1,50 m. Les personnes en bas du lit recevaient les déchets de personnes qui dormaient au-dessus. Il va participer à la fabrication de fusées V2. Le sabotage était donc pratiqué afin de détruire les armes. Pour saboter, les moyens les plus simples sont souvent les plus efficaces. On tirait un trait de graphite sur les relais pour couper le courant électrique. On ne serrait jamais un boulon à fond. Avant de souder les tuyères, on bourrait dedans tout ce qu'on pouvait trouver. On déréglait les gyroscopes. Tout le monde venait uriner sur les plaques de connexion pour corroder le cuivre. Nous coupions toutes sortes de fils. Nous collions au lieu de souder. Nous pirations les tests des machines avec des transformateurs défectueux. L'atoll des réservoirs d'oxygène était très fragile. Le moindre choc la rendait inutilisable. En portant les plaques, on passait le plus lentement possible devant les gardes. Énervés de nous voir traîner des pieds, ils tapaient. On se protégeait avec l'atoll, elles étaient fichues à tous les coups. Sur 10 000 V2 fabriqués, 4 000 n'ont jamais fonctionné parce qu'ils avaient été sabotés. Mais le fin du fin consiste à faire de SS et de Capot des complices malgré eux. Il sera ensuite déporté jusqu'au camp de Nordhausen et enfin Bergen-Belsen, où il fut libéré le 15 avril 1945.